You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier épisode de la 5e saison de Cold Facts. On est très très heureux de vous retrouver déjà au mois d'août. Cet épisode sera plutôt un retour général. On ne va pas s'intéresser au club en particulier, on le fera un petit peu plus tard dans la saison. On parle évidemment du passage à 14 équipes, parce que ça va changer, du fait surtout qu'il y aura 6 étrangers et visiblement des étrangers qui ne sont pas des manches. Et on va vous dire lesquels on se réjouit de voir, parce qu'il y en a quand même beaucoup. On a presque des fois tendance à en oublier certains. On discute aussi de l'impact sur les joueurs suisses que ça va avoir, notamment les équipes nationales, les joueurs qui ont moins de temps de glace. Et puis, on va parler du Mercato 2023. Quels joueurs sur le marché à ce moment-là sont intéressants pour les équipes suisses. Puis on termine par un petit passage par Hockey Manager. On ne va pas vous donner les bonnes pioches, mais on va vous expliquer ce qui change dans la version de cette année. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va? Retour de Cold Facts, ça va forcément très très bien. Exactement, on y est bientôt, là, il y a quoi, 3 semaines avant la reprise, avant ce Rapperswil-Zurich qui décalait. Et lui, il fait quand même un petit peu moins rêver, même si je pense qu'on sera de toute façon en train de le regarder pour voir ne serait-ce que les nouveaux joueurs. Exactement, parce qu'il y en a beaucoup de nouveaux joueurs, nouvelle saison, 14 équipes. Nouvelle équipe, ouais. Beaucoup de nouveaux visages aussi. Ça va être une belle saison, je crois, hein. Si on en croit tout ce qu'on voit, avec les gens avec qui on parle, les arrivées, les nouvelles stars, etc. Est-ce que depuis le lockout, on a eu une saison aussi excitante sur le papier? Moi, je ne suis pas sûr. Et après, la question, c'est est-ce que ça va être au même niveau que ce qu'on avait durant le lockout ou on s'enflamme un peu? Le lockout avait ce petit truc de peut-être que la convention est signée et les gars, ils se tirent du jour au lendemain. Donc, il y avait un peu cette épée de Damoclès sur la tête des clubs en se disant on profite tant qu'on peut. Là, à contrario, les Granlund, les Ruotsalainen, normalement, si tout se passe correctement, ils seront là toute la saison. Donc, pour moi, je pense que le niveau global sera vraiment intéressant. Des fois, on avait des clubs qui n'étaient pas forcément très bien lotis, mais qui avaient une star. Alors oui, ils marquaient peut-être 2 points par match pendant un moment, mais l'équipe perdait. Tandis que là, j'ai l'impression que c'est quand même tout le niveau du championnat qui est monté d'un, voire de 2 crans. Exactement. Et si on parle de lockout, justement, donc dans les années 2000, il y en a eu 2, en 2004-5. Là, le lockout a duré toute la saison. On se rappelle, c'est la saison où Davos gagne le titre avec Thornton, Nash et Hagman. Mm-hmm. Et en 12-13, nouveau lockout, c'est là où il y a eu Seguin et Kane qui sont venus au HC Bienne. Ouais. Zetterberg aussi. Voilà, et là il y avait aussi toute une litanie de stars. Il y avait Danny Hitley aussi, il y avait Logan Couture pour les jeunes voix. Ouais. Il y avait David Dernay pour les Fribourgeois qui était déjà venu durant le 2e lockout à Fribourg. Pour les Lausannois, il y avait Martin Saint-Louis durant le 1er lockout. Mais ça, je ne sais pas si on a le droit d'en parler. c'est comme Alésia dans Astérix. On ne sait pas où c'est, on n'a aucune idée, on n'en a jamais entendu parler. C'est surtout que quand sa femme avait été sur le point d'accoucher puis qu'elle voulait absolument que l'enfant naisse aux États-Unis. Enfin, après, ça, c'est ce qu'on aime bien raconter pour dire que le mec, il avait ras-le-bol de perdre aussi. Peut-être qu'il se disait... Donc, les lockouts, c'était bien joli, mais au bout d'un moment, il y avait le retour à la réalité, tandis que là, le retour à la réalité, ça devrait pas arriver en théorie. Et en plus, on a beaucoup parlé des attaquants qui sont hyper forts, qui sont justement Artikainen, Granlund, Ruotsalainen, et bref, on va pas faire toute la liste des nouvelles arrivées en championnat de Suisse. Et on a un niveau des gardiens en Suisse qui a jamais été aussi haut depuis, je sais pas, de mémoire d'éléphant presque. Mm-hmm. Parce qu'entre Metsola à Kloten, Setteri à Bienne, Koskinen du côté de Lugano, on oublie encore à peu près Berra et Giannoni qui sont toujours présents. Roubec à Zurich. Roubec à Zurich. Commence à y avoir du joli monde un peu partout. Et du coup, on aura des attaquants hyper forts, des gardiens encore plus forts. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être... la question aussi, c'est de se dire, est-ce que les points par match, est-ce que le meilleur compteur du championnat va taper une barre mythique? Je ne sais pas, parce que de toute façon, on n'arrivera jamais au point de Petrov, par exemple, ou même
de l'époque Bykov Komutov où c'était en 36 matchs à l'époque d'ailleurs. Ils étaient arrivés quasiment à 90 points, 80 et quelques, donc c'était du 2 points et quasiment 2 points et demi par match. Faut pas déconner. Si on a la moitié, 1,25 déjà, 1,3, c'est solide. Puis 1,3 sur 52 matchs. C'est 68 par là autour. Moi, c'est déjà une belle saison. Hein. L'année passée, Cervenka fait 60, un tout petit peu plus que 60. L'année d'avant, c'est Kovar à 63 et Omar à 61. Ouais. Donc, on va dire que c'est 64 Cervenka l'année passée, la barre des 70 points, disons. Mais je pense que ce sera quand même. C'est possible, mais ce sera difficile. Hein. Franchement, c'est un achievement. En tout cas, c'est une étape ou un truc qui est vraiment. C'est un seuil qui est difficile à atteindre. Hein. Faut y aller, hein, parce que le championnat de Suisse, justement, c'est pas un championnat de rigolo. Quand tu as des matchs le vendredi et le samedi, maintenant il y aura des matchs le dimanche, mais je veux dire, les doubles journées comme ça, on sait que c'est plus difficile d'être performant tout le temps. Donc, ce sera intéressant à voir. Toi, tu penses qu'il y a un gars qui peut franchir cette barre des 70 ? Je suis en train de regarder sur Elite Prospect justement tout le all-time des saisons. Ouais. Et donc le record, tu disais très justement, c'est Lek Petrov qui a 93 points en 40 matchs, juste pour se mettre dans... Et avant, tu as du 90 points en 32 matchs pour Jean-François Sauvé, mais ça, c'est une autre époque. Dans les années 2000, c'est là où il me semble qu'on peut avoir Absolument. une barre. Dans les années 2000, il y a eu 2 joueurs qui ont passé les 70 points. Il n'y a pas Il y en a eu 3. Il y a Eric Westrom en 2007-2008 avec 72 points. Ouais. Il y a Mike Maneluk en 2003-2004 avec Lugano à 71 points. Et Kolnick, 49 matchs, 72 points en 2008-2009. Et c'est tout. Donc, t'as du Peterson, 69 points en 14-15. Et après, il y en a quelques-uns. Omar avec Zug, Holden aussi sont à 69 points. Mais la barre des 70 points, c'est un peu une barre mythique. Je ne sais pas si c'est mythique, mais c'est une barre qui est quand même quasi inatteignable. Et si tu te fais un back-to-back Koskinen, Metsola en 2 jours, si t'as beau être attaquant et beau être doué, c'est 2 soirées qui peuvent potentiellement être frustrantes si le gars en face il a décidé de tout arrêter. Donc oui, il y aura peut-être plus de spectacles, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément beaucoup plus de buts. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'imagine que je ne sais pas si c'est fixé des objectifs, mais un Omark, vu la légion étrangère de Genève, vu sur le powerplay notamment, ça pourrait être quelqu'un qui peut approcher cette barre. Maintenant, il a une année de plus aussi. Hein. Je me dis que peut-être un Granlund, mais tout dépend de comment la saison se passe. Ça pourrait être quelqu'un, mais c'est pas forcément un immense buteur, donc faudra voir. Tu sais, tu disais avant Genève, ça va être intéressant. Aujourd'hui, on va pas parler du club par club ou pas être trop spécifique. Ouais. Mais il y a qu'un puck et il y a 2 powerplay et il y a sur 3 buts, 60 minutes. Il y a que 9 points potentiels à marquer. Et si on prend l'exemple de Genève, qui est un bon exemple, oui, il y a Omar, qui a Artikainen, mais après, tu as Vincent Praplan, tu as Richard, tu as Winnick, tu as une litanie de joueurs offensivement doués qui vont tous vouloir avoir le puck un moment ou l'autre sur la palette. Et là, il va falloir être capable de gérer tout ça et arriver à 70 points quand tu dois passer le puck aux copains et potentiellement être sur le banc aussi de temps en temps à des moments clés. Ça peut être un peu plus compliqué. Ouais, c'est d'ailleurs ce sera une des thématiques de cette saison aussi, et on prend cet exemple, je rebondis sur ton exemple de Genevois, mais parce que on a tellement thématisé en disant à quel point c'était fantastique, puis on imagine un powerplay qui fait saliver avec, sur le premier powerplay, Temernes qui décale finalement Vatanen normalement sur le deuxième powerplay, et puis on prend les noms que tu as cités avec que les étrangers finalement, avec encore Phil Poula. Puis on se dit, les égos à gérer pour un jeune entraîneur, finalement, comme Cadieux, ça va être quand même un sacré défi, finalement. Il y a pire comme défi à relever, d'avoir une très bonne équipe, puis de se demander, de se dire, j'ai trop de talent, je dois un peu diluer, j'espère que les gars vont pas m'en vouloir, parce que je le mets sur le deuxième powerplay. Désolé, tu vas pas jouer avec Linus, tu vas jouer avec Y, qui est un super joueur. Donc... Mais rassure-toi, sur le deuxième powerplay, tu auras quand même bien 11 secondes de jeu parce que Vatanen, Temernes, Omar et Artikainen vont rester 1,49 sur la glace. Mais promis, quand tu rentres sur la glace, il y aura un contre à aller gérer, ça va être nickel. Ouais, Daniel, va voir.
Ça va être super. Oh, je me réjouis de voir comment ça se passe. Ça peut très très bien se passer. Absolument. À part ça, hein. Si les gens sont pros, si tout tourne bien, si l'ambiance est bonne dans le vestiaire, je pense qu'il n'y a aucun problème. Tu dis Daniel, ça me fait penser, je me dis à un Winnick peut-être, C'était avec lui, son donc, expérience. Hein. C'était lui, Winnick. Oui, Daniel. bien sûr. Mais avec son expérience, Ouais. peut-être que avec le fait qu'il est sur la deuxième partie de la trentaine, hein, qu'il est quasiment plus proche des 40 que des 35, si je dis pas de bêtises, forcément qu'il acceptera peut-être aussi plus facilement une réduction du rôle. Je sais pas, hein, c'est vraiment moi qui me dis qu'un Phil Poula, après avoir tout gagné, après être rentré dans le Triple Gold Club, il se dit aussi, si je dois jouer 14 minutes de qualité à la place de jouer 17 minutes, parce que j'ai envie de jouer mes 17 minutes, etc., ou plus, je pense que c'est des joueurs qui peuvent aussi accepter ces rôles-là. Mais de toute façon, ça va être un problème dans tous les clubs. Hein. Dans tous les clubs, il y a plus de talent, plus de joueurs qui ont. Ça va jurer en Suisse allemand, en qui tout vont cas. Hein. demander un rôle. Et faut non plus. Et on a souvent. Je sais qu'on a eu quelques fois la discussion ici à ce micro. Mais de dire que quand ça se passe à Zurich ou à Zug, on a l'impression que ça va être très facile, qu'ils vont régler tous les égos, puis que Reto Souris en ligne 4, ça va pas poser de problème, et que chez nous, ça va forcément pas fonctionner. Que ce soit à Lausanne, que ce soit à Genève, Fribourg, ils ont moins ce problème de talent sur 4, 5, 6 ou 7 lignes, comme certains autres clubs, 8 lignes, je sais pas à combien on s'arrête. Mais il y a un peu moins ce problème de profondeur. Enfin, c'est pas un problème, au contraire. Et j'ai l'impression que quand on le voit par le spectre ou le prisme roman, C'est juste. on se dit que ça va être un problème et qu'on va pas gérer. On peut aussi faire confiance aux gens en place pour être capable de le gérer. Mais c'est très juste, finalement, quand on prenait Zurich, à l'époque, au début de Colfax, avant que Zug commence vraiment à émerger, puis on regardait la 4e ligne, puis on faisait les équipes au début de saison, puis on était là, ouais mais c'est incroyable, Sheppy en 4e ligne, il vient d'aller au championnat du monde, mais comment c'est possible? Mais c'est pas, le contingent est complètement fou. Puis on mettait ça en avant, alors que maintenant, en voyant le contingent de Genève, en disant, mais qui en 4e ligne? Est-ce que Bertagia, finalement, on va pas devoir le décaler, ou un autre, hein, ou un Pouliot, centre de tel et tel? Bah, ouais, bravo. Mais peut-être aussi que, effectivement, les égos, on a l'impression que c'est peut-être encore des joueurs qui ont un pédigré encore plus grand. Les autres, il y avait des fois à Zurich des jeunes qui étaient en train de monter et que c'était peut-être plus simple de mettre un Barofner qui marquait 10 points sur les 10 premiers matchs, de dire, bon, bah, ok, il cartonne en ce moment, mais il peut accepter son rôle en 3e ou 4e ligne, alors que d'autres vont peut-être être un peu plus réticents à jouer ce rôle-là. Ah, je suis d'accord avec toi. Je voulais juste terminer sur l'histoire des 70 points. En parlant de l'équipe, j'ai évoqué très furtivement Mike Maneluk tout à l'heure. La même saison, il y avait Ville Peltonen aussi, qui fait une saison à 72 points. Et sur cette même saison, tu as Peltonen à 72, Maneluk à 71, et tu as Petteri Numelin qui est à 59 points. Alors, je ne sais pas si des gens sont moins âgés que nous, mais c'était quand même une équipe de Lugano qui était incroyable et j'ai pas envie. On commence à passer pour des vieux cons quand on parle du Lugano des débuts des années 2000. Mais Peltonen, Maneluk, Numelin, tu avais encore des Garner, puis tu avais tous les romans de là-bas, les Sandy Janin, les Kohn, Fuchs, Eschliman, Biennois, Ouais. Olivier Keller, Noël Guyat, Kristen, Valaisan. Et il y avait toute une cohorte romande à Lugano. Bah, Guyat, je crois qu'il est alémanique, à part ça. Oui, mais... t'as raison, Guyat est alémanique. C'est ce Noël avec l'accent umlaut qui me fout dedans, qui est l'oncle de Yannick Radgeb, au passage. Ok, bah alors tu vois, j'apprends des choses, c'est merveilleux, Colfax. Oui, non, c'est là le umlaut qui m'a foutu dedans. Il y a Langenthal, Noël Guyat. Et cette équipe de Lugano était hallucinante et faut peut-être pas s'attendre à 2 joueurs à plus de 70 points plus un défenseur à 60 points quelque part. Mais on va peut-être bien s'amuser cette saison, je pense. Donc on le disait en préambule, 14 équipes, 6 étrangers. Il y a eu la phrase qui est devenue quasiment mythique, il n'y en a encore pas des t-shirts, mais pas loin. Un jour, les étrangers viendront en Pologne, de Pologne à pied, et de Slovaquie, et de je ne sais plus quel autre pays. Non, je crois que c'est juste, c'est Burundi, ça. Mais... ou je ne sais plus qui l'avait dit, mais non, il a dit les Slovènes aussi, je crois. Enfin, il a sorti 2-3 pays de l'Est, puis il a dit ouais. Oui, il a dit ça dans une interview, mais... Marc Lutti, hein. Ouais, Marc Lutti, pardon. Il n'y a pas 10 dirigeants de club qui m'ont dit la même chose, hein, il faut être clair. C'était aussi un moment politique pour faire passer quelque chose, pour essayer de motiver les plus réfractaires, disons. Mais l'impact qu'il a, à part ça, c'est fou. Hein, je suis d'accord. Et donc, ce 6e étranger, on va dire, dans toutes les équipes, à certains endroits, il s'appelle Teemu Artikainen.
À certains endroits, il s'appelle Kuokkanen, comme du côté de Fribourg. Jeune Finlandais de 24 ans qui vient de NHL et qui veut y repartir au plus vite, il ne s'est pas caché. Je parle pour les Romans. Puis à certains autres endroits, c'est Troy Joseph. Donc il y a des équipes qui ont joué la carte du sixième étranger comme joueur de rôle. Ou après, il faut aussi voir qui est le sixième. Parce que j'ai donné l'exemple de Fribourg, mais est-ce que le sixième à Fribourg, c'est pas Vainio Ouais. Et ton sixième étranger devient un défenseur de rôle et qui joue précisément ce que tu attends de lui et qui va pas brûler la ligue, mais qui va être solide défensivement. C'est l'idée en tout cas. Mais techniquement, tu as pris, finalement, tu as listé simplement le dernier arrivé aussi. Quand tout d'un coup, ils se sont dit, ah ouais, il faudra qu'on en prenne. Parce qu'au début, c'est vrai que Fribourg, on était un peu parti sur du, on va être à A5, ce qui te fait souvent sourire aussi, parce qu'on se rappelle, moi, ça me rappelle l'époque de Cloton, on va commencer à un étranger, parce qu'on en a pas, quand ils étaient encore en Liga, ou plus s'appelait déjà la National League, mais on va commencer à 1, puis ils se retrouvaient à un mois du championnat, puis ils en avaient quand même 4. Donc, exactement, mais moi je sais qu'à ce micro, j'avais défendu la thèse que pas mal de clubs, selon moi, devraient, pas n'allaient, mais devraient, commencer à 5, puis après faire la pointe quelque part. En disant, bon, on a X qui s'est blessé, on voit qu'en défense, il nous manque vraiment quelqu'un, etc. Après, ce qui a aussi changé, forcément, c'est la KHL qui a ouvert un marché nouveau. Justement, Artikainen, jamais il serait venu en Suisse, je pense. Quoique, il en avait un peu marre de la Russie, apparemment, de ce que j'ai cru comprendre. Mais Artikainen, Granlund, ces gars-là, je ne suis pas persuadé qu'ils seraient venus en Suisse et à ce prix-là s'il y avait la concurrence de la KHL. Donc, ça a forcément un peu modifié le marché. En Amérique du Nord, il y a certains joueurs qui se sont retrouvés sur le carreau. Aussi, quand un Sakari Maninen passe de KHL en NHL, ça prend la place de travail à quelqu'un. Bref, ce facteur-là a aussi fait baisser les prix. Les joueurs qui sont venus aujourd'hui en Suisse de KHL ont coûté, 30% moins cher par rapport à ce qu'ils auraient coûté il y a une année sans ce changement de paradigme avec la KHL. Donc, je comprends aussi pourquoi il y a eu une modification et puis pourquoi tous les clubs ont 6, voire 7 étrangers pour commencer la saison. À 7, il y a Ambry, mais parce qu'ils jouent avec un gardien. Il y a Zurich qui cherche un 7e, mais là aussi, ils ont un gardien. Il y a Lausanne qui en a 7. Il y a Cloton. Il y a Cloton qui en a 7 parce qu'ils ont un gardien. Oui. Finalement, avoir un gardien étranger, c'est bien joli, mais si tu as un deuxième gardien suisse qui mérite des matchs, et c'est le cas notamment à Lugano et à Zurich avec Schlegel et Weber. Avec Schlegel et Ludovic Weber, il faut leur donner des matchs à ces gars parce que tu les payes, parce que c'est pas comme Connor Hughes à Fribourg qui est ton deuxième gardien et il le sait, il va jouer ses 8-10 matchs et puis il est content. Non, eux ils en ont besoin d'un peu plus. Donc si tu veux quand même avoir 6 étrangers sur la glace, ça te coûte une licence de plus que tu vas mettre en tribune toute la saison. Ce qui est rarement difficile parce qu'avec les blessés par-ci, les méformes, les back-to-back, tu arrives toujours à pas devoir laisser en tribune des mecs trop longtemps, je pense. Ouais, tu penses qu'un gardien, il lui faut quoi ? Il lui faut un gardien qui va vraiment beaucoup jouer, il va être à 45 matchs ? C'est un grand maximum, j'ai l'impression. Si on se rappelle à une époque, pour moi, l'exemple notoire du gardien, c'était Tobias Stefan. Tu savais que si tu voulais savoir le nombre de matchs dans la saison, tu allais voir sur la fiche de Tobias Stefan puis tu regardais ses matchs joués. C'était le moyen le plus sûr. Et maintenant, ça n'existe plus. C'est plus possible parce que justement, le jeu a changé, l'impact physique sur les gardiens a aussi changé avec l'évolution, la rapidité du jeu. Plus de matchs, donc plus de back-to-back. Donc forcément, à un moment ou à un autre, t'envoies j'ai donné l'exemple parce que c'est aussi un club roman, mais t'envoies ton Connor Hughes en disant, ce soir, on est à Davos. Allez, va Connor, va nous montrer ce que tu sais faire. Les autres clubs romans, du côté de Bienne, la donnée elle est assez simple parce qu'ils ont pris cette Terry, mais parce que Van Pottelberg est encore blessé à un moment. Il devait avoir Olkinuora, mais finalement, ça c'était incroyable à part ça. Il nous fait un championnat du monde incroyable. Et puis tout d'un coup, Bienne le signe pour une année. Et puis les Detroit Red Wings font finalement il est pas mal. Et puis on comprend le gardien qui se dit, il voit l'organisation des Red Wings. Quand on dit 52 matchs en Suisse, puis que tu sais qu'un gardien titulaire va jouer 40, 82 matchs, s'il arrive à se tailler un poste ne serait-ce que de deuxième gardien, puis d'en jouer une vingtaine, c'est quand même mieux de jouer 20 matchs dans la meilleure ligue du monde que de venir faire 40 matchs en Suisse, même si la ligue sera de qualité. Je pense que pour lui, c'était quand même plus intéressant. Oui, c'est assez logique. Puis après, si tu regardes les deux Lemanic et Lausanne, ils ont deux gardiens 1A, 1B, on va dire, avec Stéphane Epulenovs. Et Genève a aussi deux gardiens 1A, 1B avec Desclous et Mayer. Et
cette constellation-là avec 2 gardiens de qualité que tu peux mettre tous les soirs, tu peux choisir, ou quand il y a un back-to-back, tu sais qu'il y en a le vendredi c'est lui, le samedi ça va être lui, tu réfléchis même pas. C'est assez nouveau finalement. À un moment, c'était un peu. C'était l'exemple, mais Federico Tamo à Genève. Genève, ouais. Je pense à lui, c'est tout bête, hein, mais parce qu'il y a. Il y a une plaque en bois du côté des Vernets où il y a un gardien qui est dessiné, puis il y a des trous dans les angles entre les jambes, etc. pour entraîner les jeux. Et l'autre jour, il y avait, je crois, le Family Day à Genève et j'ai vu une story sur Instagram. Bon, longue histoire pour pas grand chose. Et il y avait un but avec la plaque de ce gardien avec des trous pour faire jouer les gamins. Et dessus, c'est marqué Tamo. Et voilà, c'est pour ça que je pense à Federico Tamo. Mais lui, on savait que quand. Ouais, c'était le prototype même du gars, on disait que c'était celui qui ouvrait le mieux la porte. S'il fallait faire un article sur les deuxièmes gardiens qui ouvrent le mieux la porte, c'était lui. Parce qu'il jouait très 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 peu. C'était un peu, est-ce que c'était à l'époque de Tobias Stephan d'ailleurs, notamment à Genève. Hein. Ouais, exactement. Mais on commençait aussi à se dire, les étrangers, on l'a dit, ça nous impressionne. Qui est-ce qui va briller? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont briller, mais qu'est-ce que tu attends de qui tu attends beaucoup? Qui est-ce que tu te réjouis particulièrement de voir dans cette masse de nouveaux joueurs? Alors, pour pas dire Artikainen, Omar, cette armada on les connaît déjà. genevoise. Omar, on le connaît déjà. Donc. Omar, qu'on connaît déjà, et puis Artikainen, on se réjouit de les voir jouer ensemble parce que clairement, ils donnent l'eau à la bouche quand tu parles avec eux. Ils disent on se trouve les yeux fermés sur la glace. En gros, Yann Cadieux a pas besoin de réfléchir à l'alignement, c'est eux qui ont déjà décidé comment ça va se passer. Et écoute, donne-moi le stylo, j'écris les 2 premiers noms sur la feuille, puis tu nous fous un centre. C'est un peu comme ça que ça va se passer, j'ai l'impression. Et quoi que je peux me laisser surprendre. Mais moi, il y a quand même 2-3 joueurs que j'ai bien envie de voir. On parlait de gardien juste avant. Moi, il y a Koskinen à Lugano. Et j'ai l'impression que ça fait un moment qu'on n'a pas eu un gardien de NHL qui a des matchs de NHL la saison précédente, parce qu'il a une 40aine de matchs à Edmonton quand même, qui débarque en Suisse. Et moi, de tout ce que j'en entends, il risque d'être énorme. Et il fait 2 mètres déjà. Alors, voilà, en plus. Et lui, je me réjouis vraiment, vraiment pour lancer un premier nom comme ça. Et puis, si on peut y aller avec 1 ou 2. Mais moi, Ruotsalainen à Kloten, on me dit beaucoup de bien de lui. Exactement. Ouais, moi, c'était un de ceux où je me dis, 24 ans. Ouais. 24 ans, quasiment 1 point par match en AHL. À 24 ans, maintenant, la question que je me pose, c'est pourquoi Kloten? Parce que si c'est pour avoir du temps de jeu, d'avoir du powerplay, d'avoir des trucs, je me dis, mais en gros, vu son pédigré, peu importe le club dans lequel il finit, alors peut-être, effectivement, Zug Zurich, ce sera un poil moins, mais même, tu te prives pas d'un Ruotsalainen, puis tu le fais jouer. Donc, à Kloten, je trouve presque que c'est du gâchis, entre guillemets, mais je me réjouis aussi de voir. Kubalik, il a fait Ambry, la NHL, en faisant des superbes saisons ici. Absolument. Et en jouant. Et finalement, c'est assez marrant de voir les profils de ces jeunes étrangers qui viennent en Suisse comme tremplin. Je pense que Denis Malgin a fait beaucoup de bien là-dedans en disant les gars, je suis revenu 2 ans en Suisse, mais je savais très bien que j'allais pas faire long du côté de la Suisse. Puis je suis reparti, j'ai d'ailleurs signé en NHL. Kwakanen à Fribourg, je pense qu'il se dit la même chose, je l'ai dit avant, il s'est clairement pas caché. L'Amico du côté de Zurich aussi, j'imagine que dans un coin de sa tête, c'est je viens à Zurich, je me montre et je me tire. Ruotsalainen, c'est pareil. Et c'est marrant, c'est le genre de profil qu'on n'avait pas avant. J'avais l'impression que c'était des gens qui arrêtaient en NHL et donc qui se disaient bon, moi je vais encore aller chercher 2-3 chèques en Suisse. Ou alors des joueurs qui étaient simplement pas assez bons pour traverser. Mais maintenant, c'est le tremplin suisse qui va être utilisé. Et je pense que ça aussi, c'est peut-être lié au fait que tu as 6 étrangers sur la glace. Parce que tu peux te dire, bon, notre 6e, on doit prendre un tout petit peu moins cher peut-être. Ce gars de 24 ans à qui, au niveau du talent pur, on devrait lui donner X. Mais en même temps, on peut lui vendre en lui disant, écoute, si tu viens chez nous, t'inquiète pas, on va te donner tout le temps de glace que tu veux. On va te donner les responsabilités, tu auras du powerplay, tu vas vraiment avoir toutes les chances de te mettre en lumière. Je pense que c'est aussi sur ça que Christian Dubé a fait venir Kwakanen. Et du côté de Kloten et de Ruotsalainen, ils lui ont fait le même discours, j'en suis convaincu. Surtout qu'en plus, c'est possible que les droits appartiennent toujours à des clubs de NHL. Donc pour le club de NHL de se dire, ouais, mais bon, si c'est pour qu'il joue, c'est bon, la HL, il sait jouer sur les petites patinoires, mais tout d'un coup, s'il peut améliorer un peu son jeu défensif ou retrouver sa touche offensive qui nous avait tant plu quand il était junior, parce qu'il a été joué en Suisse dans une ligue qui est finalement de très très bon calibre. Bon, c'est tout bonus pour eux finalement de se dire. Puis après, quand il revient, de toute façon, son contrat il est pas très cher parce qu'il peut pas légitimer une grosse somme.
quand tu connais le salary cap en NHL, puis que tu as envie de payer X ou Y 10, 11 millions, puis de compléter ton équipe avec des bons joueurs qui coûtent pas très cher, ben, je pense que ça peut totalement faire sens. Puis il y a 2 joueurs, ben, on va le voir, on va voir l'un des deux ce mercredi soir pour ceux qui ont écouté l'épisode très vite à 17h. C'est Kovac du côté de Lausanne que je me réjouis de voir jouer. On m'en dit beaucoup de bien. Et dans le même style, on va dire, j'ai pas le style forcément de jeu, mais de parcours. Bah, t'as un Sørensen du côté de Fribourg, Ouais. qui est aussi quelqu'un qui plantait des buts à la chaîne du côté de la Suède. Et, il a un parcours moins cabossé que Kovac, qui a eu des problèmes personnels. Ça, c'est pas un truc, on va en faire un gros thème parce que voilà, il est passé à autre chose et tant mieux. Mais du coup, je pense qu'il a vraiment faim, Kovac, de montrer que bah voilà, il se relance en Suisse, il fait une dernière belle saison du côté de Örebro. Et bah voilà, maintenant il doit montrer qu'il peut être capable de s'établir en Suisse. Et moi, je pense que lui, c'est un très bon choix, Kovac et Sørensen aussi. Donc les deux, à mon avis, pour les romans, moi j'ai une grande appréhension, enfin pas appréhension, excitation de les voir. Pour avoir vu Sørensen jouer au Hockeyade contre Bienne, le Fribourg avait gagné 8-1, mais ça c'est anecdotique. Sørensen impressionnant. Maintenant, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de coupe décernée en disant voilà, le vainqueur de la pré-saison 2020-21 ou 22-23, c'est Fribourg ou Lausanne ou Bienne. Très bien, ça a l'air super. Delarose a l'air super aussi pour ce que j'ai vu. Setteri avait pas l'air extraordinaire de ce que j'ai vu. Mais alors, on va clairement pas tirer déjà sur une ambulance en disant Setteri il est nul parce qu'il en a pris 8 contre Fribourg un soir d'août au Sentier. Donc, pour revenir moi sur les joueurs qui m'intéressent forcément, on l'a cité 2-3 fois, c'est Marcus Granlund parce que c'est aussi un joueur qui a un beau pédigré et qui doit être. C'est pas aussi au fort que son frère qui joue à Nashville, si je dis pas de bêtises. Oui. Mais c'est. Enfin, sur la NHL, je te fais confiance. Ouais, des fois, faut pas. Hein, mais parce que justement, entre les Granlund, tout à coup, tu te dis Calgary ou bien Nashville, hein, tu mélanges un peu. Mais bref, Granlund, ça a l'air vraiment, vraiment solide. En plus, dans une équipe de Lugano, avec des Carr, avec des Arcobello. Je me dis qu'avec un Kaski derrière aussi, ça doit Kaski, vraiment... il a des statistiques d'attaquant. Ouais, il marque en gros... ces 2 dernières saisons, c'est 13 buts, je crois, hein, à chaque saison. Puis c'est marrant, on oublie quand même encore certains joueurs, mais on a quand même Mikko Lehtonen du côté de Zurich, qui est un des meilleurs défenseurs au monde, hors NHL. Hors NHL, exactement. Et on oublie 2 aussi, selon moi, Brian O'Neill du côté de Zug. Et Cehlarik aussi. Et Cehlarik. Pour moi, c'est 2 renforts monstrueux. O'Neill, il est... Là aussi, si tu regardes ses stats du côté de la KHL, c'est de la folie. Ces dernières saisons, il a quasi un point par match avec Jokerit Helsinki. Et puis Cehlarik aussi, c'est un ailier buteur qui peut vraiment faire des dégâts en Suisse. On va bientôt citer tous les étrangers, c'est bien. Non, je rigole. Mais il y a vraiment de quoi s'amuser. Et puis on parlera un peu, pour ceux que ça intéresse, de Hockey Manager en fin d'épisode pour faire des premiers choix, des premiers conseils. Puis déjà rien que parler de Hockey Manager, parce que ça, on aime toujours. C'est bien joli tout ça, des nouveaux étrangers, il y aura beaucoup de buts, de spectacles, on ne sait pas, mais beaucoup de spectacles sur les glaces. Mais je pense pas que ça fasse que des heureux forcément cette histoire. Parce que 2 étrangers de plus par équipe, alors certes il y a une équipe de plus en National League avec Cloton qui est montée, donc en termes de place de travail pure, ça n'a pas changé énormément la donne, quoique un petit peu. Mais en termes de qualité de ces places de travail, ça a un petit peu changé. Et il faudra poser la question assez rapidement à Alessio Bertaggia du côté de Genève, parce que pour moi c'est un exemple, c'est un gros renfort dans un club qui nous intéresse. Donc 50 contrats en plus. Avec un gros contrat, qui vient, j'imagine, avec des ambitions à Genève et qui se retrouve dans une équipe bardée de talent. Va falloir se faire sa place, il peut tout à fait y arriver, mais s'il n'y arrive pas, on va commencer à se dire qu'est-ce qui se passe du côté de Bertaggia ici. Bref, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. 2 joueurs qui se retrouvent un tout petit peu dans la bordure et ça va pas être simple non plus à gérer. Ça me fait penser d'ailleurs, quand tu dis ça, est-ce qu'on pourrait imaginer avec cette structure de championnat qui peut toujours changer, hein, si tout d'un coup ils s'aperçoivent qu'il y a moins de place pour les Suisses. Mais je pense plutôt que les clubs ils se disent non, on a plus de spectacles, on a plus de rentrées, donc finalement ça va aller comme ça. Mais est-ce que tu penses que des trades justement pourraient être un peu plus la norme entre guillemets, hein,
qu'avant parce que on retrouve des joueurs qui sont pas contents de leur temps de jeu, malgré des contrats à longue durée, et que Berta Dia, tu as pris cet exemple, je le prends, il n'est pas satisfait, tout d'un coup, à Lugano, on dit, nous on est d'accord de le reprendre, on vous envoie machin, et tout ça, tu penses que c'est possible ou... Je pourrais imaginer, parce qu'en fait, l'idée de tout ça, c'était d'enlever un peu de puissance ou de pouvoir aux joueurs dans les négociations, déjà. Au moment de, si tu es un ailier de troisième ligne à 11 buts, tu arrives à la table puis tu fais moi je vaux 11 buts, je suis suisse, je vaux tant. En disant ouais, mais sur le marché des étrangers, moi je trouve ça pour 3 fois moins cher, donc t'es gentil, mais va voir ailleurs si tu trouves cet argent-là. Et donc là aussi, dans les négociations, si tu as un joueur qui est. Dans les discussions, c'est un joueur qui est pas content quelque part, il se dira ouais, bon, il y a de moins en moins de place, il faut que je trouve un endroit où je pourrais peut-être un petit peu mieux exprimer. Donc je serais peut-être plus enclin à accepter d'aller voir ailleurs si le club me le demande, et moins à dire non mais j'ai un contrat. Donc oui, moi je peux l'imaginer. J'ai pas l'impression qu'il y aura une trade deadline comme en NHL qui va être complètement folle avec des transferts dans tous les sens. Je pense pas qu'on en est là. Par contre oui, c'est un jeu de pouvoir, et à mon avis les joueurs, c'est pas à mon avis, c'est un fait, les joueurs ont perdu, en tout cas les joueurs. Gregory Hoffman, il a rien perdu, il voit pas la différence. On prend toujours l'exemple, on l'a déjà dit une fois de la saison dernière. Quand on parle d'un bon joueur suisse, on dit Gregory Hoffman, c'est un peu le. Sven Andrighetto, allez. Voilà, Sven Andrighetto, il verra pas la différence à son prochain contrat. Il y a aucun changement, ça restera lui qui va dicter le marché. Par contre, à Denis Sollenstein, je me demande. Qui est en fin de contrat à Zurich, effectivement, lui est encore un Zurich. Ouais, mais il est de 1989. Absolument. Donc oui, je pense que les joueurs ont perdu un petit peu un levier dans les négociations, et c'est sûrement bien si tu es propriétaire de club ou si tu es directeur sportif de club, parce que justement, tu as 2-3 moyens de dire bon, mais t'es pas le seul sur le marché, mon gaillard. Au hasard, Yannick Eren, t'es pas le seul sur le marché. Moi, des comme toi, j'en trouve en Pologne, en Slovénie et je sais plus dans quel pays selon Marc Lutti, mais hormis la blague, oui, je pense que c'est beaucoup plus facile de dire désolé, va voir ailleurs. Moi, je ne te signe pas au salaire que tu me demandes. Au passage, Yannick Eren qui a toujours pas de contrat. Ouais, moi, j'ai l'impression qu'il s'en fait pas plus que ça. Il est bien conscient qu'il y a un club qui va craquer après, ne serait-ce qu'après 10 matchs, si tout d'un coup ça marche pas. Moi, je sais pas pourquoi je le vois tellement à Cloton, parce qu'il était là-bas dans ses juniors finalement, et que ça me semblerait logique. Oui. Parce que j'ai l'impression qu'il a peut-être pas forcément envie d'aller à Ajoie. Est-ce qu'il a envie d'aller à Langnau? Je sais pas. L'appel de Zurich est quand même assez fort quand tu dois prendre des clubs de même, de à peu près même valeur, on va dire, au niveau du contingent. Mais tu parlais des jeunes aussi. Moi, je m'inquiète pour certains joueurs, comme par exemple, on l'a cité avant, on parlait de Paris de Genève. Simon Lecoultre, une place en deuxième powerplay, c'est quasiment impossible. Donc finalement, lui, pour son développement, je trouve vraiment que ça prend un bon coup dans les gencives, quoi, parce que tu peux pas te développer comme tu veux. Tu vas peut-être avoir du temps de jeu en troisième bloc, à 5 contre 5. Est-ce que tu auras peut-être du jeu à 4 contre 5? Je sais pas, parce que là aussi, Tom Ernest, pas de problème. Et puis, on va peut-être... C'est moins dans son ADN de joueur, finalement, à Lecoultre. Donc, je prends lui, je prends un Marchand aussi, qui, dans l'alignement, fait une super saison l'année passée, à 20 buts. Et puis... là maintenant, il y a Kokkanen, il y a Sorensen et compagnie, il y a toujours les autres joueurs. Mais Marchand qui joue sur une des 3 lignes offensives de Fribourg-Gotteron à l'aile de Dupé, à l'aile de Desharnais. Donc c'est la bonne surprise du début de préparation. Je vois Zurich vendredi soir, donc j'ai encore pas pu voir Marchand jouer, mais jouer avec Sorensen et Desharnais. Mais ça change rien au fond de ce que tu dis, évidemment. Hein. Mais ça, là, on parle presque déjà de l'étape d'après. Et moi, je trouve presque qu'il y a une étape intermédiaire qui est encore plus importante. C'est un peu plus jeune. Ouais. C'est Sandro Schmidt qui a eu une chance à Fribourg de jouer assez rapidement à 20 ans sur une ligne offensive. C'est ce genre de joueur-là. C'est Bienne qui va rapatrier Léo Braillard, apparemment, qui a 17 ans, qui a un jeune talent. Bienne, on leur fait assez confiance en général pour faire jouer leurs jeunes. Mais au bout d'un moment, l'entraîneur qui décide de faire jouer ces jeunes, il va devoir gagner des matchs quand même. Le directeur sportif qui engage des étrangers, il va taper sur l'épaule de l'entraîneur, il va dire dis donc, mes étrangers là, moi je passe un peu pour un clampin parce que je leur donne pas de powerplay pour faire jouer des Suisses un peu plus jeunes, ça marche pas. Bref, il y a toute une constellation autour de l'entraîneur qui fait qu'il va pas pouvoir tout le temps faire jouer autant de jeunes qu'il a envie. Et c'est là peut-être le problème. C'est marrant. J'en parlais avec Andrighetto après le match à Yverdon mardi soir. J'étais voir Zurich Wolfsburg.
Non, pas du tout. Kuko Kovola. Voilà, Coco, apparemment, il y a des fans finlandais à côté de nous. Donc, et les Finlandais, Wolfsburg, c'est plus tard dans la semaine. Et il disait, ben, moi, je vois pas ça comme une grande concurrence, certes, mais si tu es suffisamment bon pour jouer en National League et ensuite pour jouer en équipe de Suisse, tu vas réussir à te faire ta place. Et il voyait plutôt ça comme certes une concurrence supplémentaire, mais plus comme un moyen de mettre un pied derrière peut-être des joueurs un peu moins crushers ou je sais pas, qui auraient eu leur place. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est qu'à un moment, ces joueurs-là, qui vont pas avoir de rôle, vont peut-être plus facilement traverser, aller jouer la OHL, WHL, d'aller jouer en Suède ou d'aller s'exporter pour jouer leur junior dans un championnat junior de meilleure qualité et terminer leur développement, parce que le championnat junior en Suisse, bah, malheureusement, il est ce qu'il est actuellement, et c'est pas ici que la fin du développement se fait de la bonne manière, j'ai l'impression, actuellement en tout cas. Et ça me rappelle une discussion avec Reto Raffiner en 2018, à l'été 2018, quand il était encore responsable des équipes nationales, et puis qui m'avait dit, mais le problème, c'est que, tu sais, M16, M17, M18, M20, tu verras, là pour l'instant, ça va encore, mais derrière, il avait quand même une vision à très long terme, il avait une vision à 5 ans, forcément. Il voyait que la Suisse avait de la peine à produire des jeunes dans les catégories basses, et que ça serait un problème 4-5 ans après, on y est, en plein dedans, où l'Allemagne commence à te flanquer des roustes, des fois en M18, les Slovaques, qui ont une génération incroyable, avec Slavkovski et autres, ils l'auront peut-être pas tout le temps, on est d'accord, mais quand même que la Suisse produit un Lian Bixel, super, un gars de première ronde. Il n'y a pas besoin de produire chaque année un joueur de première ronde, c'est pas ça. Mais c'est plus que des fois, on avait quand même 4-5 joueurs qui étaient draftés. Ça montrait aussi que les scouts avaient un œil sur le championnat de Suisse en disant, le développement est pas mal. Et que là, maintenant, ça va être difficile, quoi. Et que quand tu arrives à faire quart de finale, oui, tu perds honorablement contre le Canada, 6-3 en quart de finale du championnat M20, très bien. Mais tu perds contre l'Allemagne. Tu gagnes contre l'Autriche un peu par les poils, déjà. Tu perds contre l'Allemagne, de peu, mais tu perds quand même. Et j'ai dit par les poils, enfin pour ceux qui en ont, peut-être les juniors, mais ouais, je sais pas, c'est le début de saison. T'étais pas sûr de toi. C'était le début de saison, ça. Mais pour dire, voilà, tu perds 7-1 contre les Américains, tu fais un bon match contre les Suédois, tu perds de peu, mais au final, c'est quand même pas forcément encourageant, quoi. Et on a l'impression que, tu disais, on a cité les étrangers qu'on se réjouit de voir, les jeunes qu'on se réjouit de voir, il faut vraiment se gratter la tête, hein, parce que Knack, on le connaît. À part ça, tu dis un Léo Braillard, mais on se dit, est-ce qu'il va jouer? Vraisemblablement que ça va être difficile. C'est tôt, hein. Les Gillian Colère, les Garessu, ouais, d'accord. Est-ce qu'ils auront beaucoup de temps de jeu? Kinu Derungs à Genève, j'ai pas l'impression qu'il va beaucoup jouer non plus. C'est dur, hein. On a vu que Théo Rochette devait venir avec... il voulait peut-être jouer avec Lausanne, puis Lausanne, tu joues quoi, en 4e bloc? Tu joues 8 minutes, c'est débile pour ton développement. Retourne à Québec, c'est beaucoup plus intelligent. Tu auras des responsabilités, tu auras le powerplay, tu seras capitaine, c'est beaucoup mieux. Mais du coup, ça repousse d'une année ton arrivée chez les adultes. C'est vraiment... Là, on disait, hein, les dirigeants, ils doivent bien se rendre compte de ça. Ils sont pas débiles. Mais encore une fois, si tu regardes je sais plus quel club a annoncé un nombre record d'abonnés à l'heure actuelle. Ambry récemment. Ambry, et puis Rapperswil aussi, je crois qu'ils ont une belle campagne d'abonnement. Fribourg a arrêté de les vendre. Je crois que Genève, ça se passe bien aussi. Tu fais quoi? Tu dis, ils viennent quand même plus pour Artikainen que pour Derungs. Donc, je peux complètement comprendre le contexte économique de dire, écoutez, vous êtes bien gentils, nous, on veut bien faire de la formation, hein, pas de problème, ça fait partie aussi de notre travail de club. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des gars qui viennent. Si on est 7000 à la patinoire des Vernets, puis que les gens sont contents, ça nous va bien. Et ce d'autant plus avec la séparation entre la fédération et la ligue, parce qu'avant, ils marchaient main dans la main, ces deux entités. Elles marchaient main dans la main, ces deux entités. Mais là, c'est plus le cas maintenant. Ouais. La Fédé et la Ligue font chacun leur bonhomme de chemin. Donc, la Ligue de participer au développement de l'équipe de Suisse et a fortiori des M20, M18, M17, etc. Ils disent ouais, c'est partie du jeu, parce que nous, si on peut faire monter de temps en temps un jeune qui nous coûte un petit peu moins cher, selon le modèle qu'avait fait Zug, par exemple, en disant tu fais monter tes Zender, tes Leuenberger, etc. Puis petit à petit, tu as un peu de profondeur qui est gagnée comme ça,
très bien, on est tout content. Mais la destinée des équipes nationales, bah, dans un coin de la tête, on y pense, mais voilà. Et là, on parle que des joueurs de champ. Mais maintenant, avec ceux qu'on a nommés avant, avec Setteri, Metsola, Koskinen, etc., il y a des places de gardiens en moins. Et là aussi, alors, il y a des places de gardiens en plus, parce que moi, on en joue plus facilement 2 que 1. Mais, mais des gardiens Titulaire, hein. titulaire, qui est un jeune gardien titulaire suisse qui va pouvoir prendre le relais de Giannoni Berra. Alors bien sûr, on dit Akira Schmidt, très bien, pourquoi pas. Il y a du Wüttrich. il y a Gilsen à Davos, il y a Wüttrich Ouais, puis à il y Berne, a Schliemann à Davos aussi. il y a hein, Eschliman à Davos. Il y a 2-3 gardiens, mais il y a de moins en moins de place aussi pour ces gardiens-là. Et là aussi, ça va assez rapidement si tous les clubs commencent à dire ouais, ben, nos gardiens, on préfère les prendre à l'étranger plutôt que de surpayer un Reto Berra, un Giannoni, un gardien suisse qui va devenir très cher. Ben, là aussi, c'est un problème. Et après, tu peux réfléchir plus loin. Le power play, dans toutes les équipes, maintenant, tu as un voire 2 défenseurs qui peuvent jouer le power play. Bah, c'est pas qu'ils peuvent, qui jouent le qui powerplay vont presque. jouer le power Parce que play. c'est le but de les engager en sachant qu'ils sont bons à la pointe. Donc, Exactement. Et du coup, bah, ça fait ça se place en moins aussi pour les Suisses. Et il y a un effet domino qui est en train d'arriver et c'est des postes à responsabilité. Alors, André Ghetto a raison. On va dire quoi, le Romain Leffel qui débarquerait maintenant en National League puis qui va avoir une carrière comme international, il va la faire sa place. C'est très juste. Mais pour un Leffel qui va réussir à passer entre les mailles du filet parce que quand même il est suffisamment fort, combien de joueurs auraient pu se développer comme des internationaux, mais n'ont pas eu l'occasion et vont ne pas traverser les mailles du filet. Il y en a quelques-uns, je pense. est-ce que les salaires, justement, ça va un peu imposer quelque chose? Mais j'ai l'impression que tu sais, la baisse mécanique, finalement, pour certains qui vont devoir peut-être aller. Je me suis posé la question d'ailleurs en me disant est-ce que ces salaires-là, ça va permettre à Ambry, Rapperswil, Ajoie, Langnau, Cloton de récupérer finalement certains joueurs qui ne seraient jamais venus suisses, hein, qui ne seraient jamais venus en temps normal et qui finalement se disent mais je préfère aller jouer à Langnau pour une somme X qui sera peut-être un petit peu moins grande que mon contrat que j'avais avant ou que j'ai pas réussi à avoir une plus-value, je suis au même niveau, mais au moins je joue. Est-ce que certains clubs vont pouvoir bénéficier de ça en disant En tout cas, c'est la carte que doit abattre le HC Ajoie dans toutes les négociations, évidemment. Tu viens chez nous, puis chez nous, tu vas jouer, t'inquiète pas. Tu as lâché le nom de Théo Rochette avant. On peut aussi revenir sur son histoire, parce qu'il signe un contrat de 2 ans du côté de Lausanne en cours de saison dernière, tout en jouant toujours à Québec. Il a encore l'opportunité de jouer une année à Québec en tant que joueur overage, ils appellent ça, si je ne me trompe pas. Donc, il pouvait repartir au Québec, mais il avait son contrat en poche du côté de Lausanne. Il vient jouer le camp d'entraînement à Lausanne, puis finalement, au bout du compte, il repart en Amérique du Nord. Il va faire le camp des Flyers de Philadelphie en espérant décrocher un contrat là-bas. De ce que j'entends, c'est pas parti pour, mais honnêtement, je me laisse surprendre. Toujours est-il que son plan B, si ça ne marche pas là, c'est d'aller du côté des remparts de Québec, mais pas de revenir en Suisse à Lausanne. Et on peut se poser la question de ce contrat à Lausanne de 2 ans. On en avait parlé il y a 2 ans, je dirais, au moment où il hésitait à revenir en Suisse. On disait, pour le développement d'un joueur, c'est difficile de faire sa place. Et il n'y avait pas encore 6 étrangers à l'époque. Maintenant, il y a 6 étrangers. Lausanne joue avec 5 étrangers devant. Jäger, finalement, est en train de se développer comme un bon centre. Ah ouais. Enfin, de passer dans l'alignement... c'est difficile. Ouais. Et justement, cette carte-là, de pas de côté, on va dire, c'est une option que certains jeunes vont devoir prendre à un moment ou à un autre pour s'aguerrir, pour avoir du temps de glace de qualité, et pas 7 minutes en centre de 4e ligne avec Fabio Arnold et Krakowskas. Je caricature, mais au bout du compte, un jeune qui doit se développer comme un centre dominant de National League doit aussi avoir ces responsabilités-là. Un Sandro Schmidt a joué assez rapidement mieux qu'une 4e ligne à Fribourg. Il l'a mérité aussi. Bien sûr. Ça doit jamais être un acquis pour un jeune joueur. Mais tout porte à croire que Théo Rochette aurait pu jouer mieux que 4e ligne à Lausanne, mieux que 4e ligne en National League, mais pas à Lausanne quand ton centre 1 c'est Odette, ton centre 2 c'est Fuchs, ton centre 3 c'est Ken Jäger, et tu es encore en concurrence avec d'autres pour ce poste de centre numéro 4. Donc à partir du moment où le contrat est signé à Lausanne et est en poche, je comprends complètement la décision
de faire une saison supplémentaire à Québec, parce que c'est là que le développement va être le meilleur. Mais par contre, moi, c'est avant que je me questionne. C'est est-ce que ce contrat était une bonne idée? Alors ça, c'est pas mon problème. Il y a aussi le fait que la Swiss League, qui pouvait servir aussi de tremplin à l'époque, bah maintenant, quand on voit l'état de la Swiss League, ils n'arrivent pas à trouver des financements pour être télévisés. On va dire, le contrat, ils ont espéré un moment et finalement, ça se passe très mal. C'est quand même, t'as pas cette visibilité-là. On parle beaucoup de National League. J'ai l'impression qu'on va encore plus parler de National League avec la Swiss League. On va la regarder pas avec dédain, mais d'un œil vraiment, vraiment discret, à peine attentif, en se disant ah ouais, qu'est-ce qui se passe en bas, quoi. Et ça, c'est aussi l'avenir finalement de cette pyramide qui pouvait avoir de formation. C'est un peu en train de vaciller. J'ai l'impression que même la base. Je suis complètement d'accord. Et à la place, vu que c'était le cas dont on parlait juste avant, à la place d'un Théorochette, moi, j'aurais en tout cas pas été d'accord de partir en Swiss League. Parce que là, alors, c'est vraiment. En l'état, c'est compliqué. On se rappelle qu'à une époque, la Ligue B, quand il y avait des Lausanne et des Ajoie qui jouaient à ce niveau-là, ça générait un peu d'intérêt autour de cette ligue. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué, même s'il se passe quelque chose de bien à chaud de fond. Je pense qu'ils sont en train de construire de manière intelligente là-bas. Holton, c'est bien. Viège, il y a aussi des moyens qui sont mis en place. Mais c'est pas pour rester en Swiss League, finalement. Ces moyens qui ont été mis aussi. Exactement. Mais si la barrière entre National League et Swiss League pouvait être un peu pouvait être un peu plus poreuse. Et donc, mais comme on l'a déjà dit 10 fois la saison dernière, la relégation, c'est pas la mort du club, c'est juste tu descends, puis tu remontes. Puis comme entre la Challenge League et la Super League, qui est une possibilité de redescendre, de remonter, mais là, on va jouer avec quoi? 4 étrangers le barrage, ouais. Le barrage, donc l'équipe de Swiss League va devoir trouver des étrangers. Avant le 15 février. Hein. Et donc trouver des étrangers, potentiellement se mettre en danger financièrement. Alors tu trouves des sponsors qui sont d'accord Absolument, je me fais pas de soucis. D'aligner un peu d'argent s'ils sentent qu'il y a quelque chose de possible, bien sûr. Mais ouais, pour moi, je serais tellement plus favorable à une relégation automatique, une promotion automatique. T'es champion suisse, tu montes, et puis voilà, on n'en parle plus. Et tu redescends, puis tu dis, bon, c'est pas grave, je redescends, mais je peux remonter assez rapidement. Mais c'est pas la réalité. Non. Parce que le budget, prenons l'exemple de Ajoie, le budget mis sur pied par Ajoie pour jouer en National League, qui a plus de 10 millions, je crois qu'ils ont lancé 11 millions récemment. S'ils redescendent, ça va se péter la gueule, les 11 millions. Et donc, tous les joueurs qui ont été engagés pour rester en National League, ils vont partir. Et du coup, tu vas remonter, ça reprend un moment. Donc, c'est assez difficile. Et oui, la Swiss League doit se réinventer, doit trouver un moyen. La Swiss League pensait pouvoir vendre ses droits à un prix exorbitant. Pas exorbitant, mais pensait vraiment monétiser ses droits. Ils sont un peu en train de se rendre compte que c'est compliqué pour eux de trouver quelqu'un qui accepte de mettre en valeur. Parce que diffuser, tu trouves toujours. Tu peux trouver un partenaire local. Moi, je pense que si Arc Info, tu dis, vous avez tous les matchs de Chaux de Fonds, on vous les file, ils les diffuseront d'une manière ou d'une autre et ce sera peut-être chouette. Mais le but, c'est de faire un peu d'argent. Et là, c'est un peu plus compliqué. Puis, il y a aussi un aspect que moi, j'aime bien. Il se trouve que c'est cool parce que je ne suis pas le seul à être impatient, parce que tu en as fait un article cet été d'Amblic, c'est le Mercato 2023. J'ai l'impression que finalement, avec tous ces longs contrats qui ont été signés par les joueurs, qui ont été bien inspirés finalement de signer des longs contrats en se disant au moins on a sur notre truc, si on passe déjà à 6 étrangers, on a assez thématisé pour dire que les places étaient chères. Admettons que ça puisse passer peut-être à 7, à 8, parce que les clubs se disent que finalement c'est plus intéressant, on ne sait jamais. Y a quand même quelques joueurs qui vont être sans contrat, en tout cas en 2023. Et il y a 2-3 joueurs qui sont intéressants. Oui, quand même, il y a quand même deux, trois noms, mais c'est vrai que c'est pas l'été de Grégory Hoffman comme il n'y a pas si longtemps. Faut arrêter de citer cet exemple. Non, mais c'était le cas. Mais c'est oui. L'été Berchi, l'été passé. C'était Giannoni et Hoffman, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc en plus, c'était... Ouais. Berchi l'année passée, qui était aussi le gros poisson. Puis cette année-là, tu dis, c'est qui les gros poissons? Puis comme tu dis très justement, les contrats, ils s'allongent de plus en plus. Donc ces joueurs sont moins fréquemment sur le marché. Donc il y a pas profusion. Pour moi, le nom le plus intéressant, mais il y a directement un bémol, c'est Nathan Voardou à Rapperswil, qui fait une belle première saison du côté de Rapperswil, qui est nommé Youngster de l'année au Swiss Awards il y a un mois.
Mais il a encore une option dans son contrat, donc il y a de bonnes chances qu'il ne puisse pas partir l'été prochain. Mais pour moi, c'est le nom. Et sinon, si on va voir à Rapperswil, il y a Nando Eggenberger. Je sais que chaque fois qu'on parle de hockey manager, moi, je suis tout le temps à me dire bon, Eggenberger, on est gentil, mais il ne m'intéresse pas. Force est de constater qu'il faut qu'il m'intéresse gentiment parce qu'il va intéresser tout le monde l'été prochain, je pense. Il met des points, en tout cas. Il mettait des buts. Ouais. Après, il faudra voir à Rapperswil aussi. Ils ont une jolie équipe. Moi, c'est pour ça que voyons déjà comment ça se passe avec 6 étrangers. Parce qu'il y a Sandro Schmidt, qui a beaucoup été cité dans cet épisode, Oui. qui est en tout cas en fin de contrat en 2023. Il y a Nathan Marchand, Nando Eggenberger, Voardou. Mais on est typiquement avec des joueurs qui se retrouvent. Est-ce que tu casses ta tirelire pour ces joueurs-là ? Moi, est-ce qu'ils sont intéressants ? Oui. Est-ce que tu casses ta tirelire ? J'ai envie de dire plus compliqué. Ou alors, t'es Rapperswil, puis tu dis bon, ben nous, on veut te garder. Et puis parce qu'on a la concurrence de Langnau, peut-être un peu plus gros. Je doute que Langnau soit la concurrence de Rapperswil sur Eggenberger. Il faudra aller voir à Berne ce qui se passe. C'est ce genre de club-là qui va Ouais, qui vont d'accord. s'intéresser à Mais lui. même à Berne, quand tu rapatries Sven Berchi, quand tu as Baumgartner, que tu espères aussi peut-être pouvoir faire quelque chose, quand tu as un Marco Lehmann, que tu allé chercher à Rapperswil Ouais. aussi. Au bout d'un moment, on a cité 3 joueurs suisses, on prend encore les étrangers, bah, il reste, va falloir se tailler une place, puis il va falloir être sûr de soi en disant non, moi, mon agent m'a convaincu, le directeur sportif Andrew Ebet m'a convaincu, c'est à Berne que je veux aller parce que je sais que je peux me faire une place sur le top 6. Mhm. Très très bien, mais voilà Bah, quoi. pour moi, on va faire un peu du club par club, mais dans les joueurs qui sont intéressants, si on commence par Lausanne, pour moi, c'est Ken Jaeger. Mhm. Je ne l'ai pas mis dans mon top 10 juste après. En y repensant, je pense qu'il mérite sa place dans le top 10, surtout vu la fin de saison qu'il fait. Il se retrouve en équipe de Suisse. Il est juste après. Bon, on va pas pinailler. Mais je pense que lui, s'il fait un bon début de saison, et lui, il a tout intérêt à attendre un tout petit peu avant de signer, j'imagine. Mais après, peut-être que c'est déjà signé quelque part et je le sais pas. Hein. C'est pas, j'ai aucune information en ce moment. Je cherche, mais j'ai pas Il n'y d'infos. a pas une option du côté de Lausanne dans son cas. Il y avait une option pour cette saison. Ok. Et elle a été activée, donc il est sous contrat pour cette saison. Et donc lui pourrait être sur le marché, et je pense que lui pourrait intéresser pas mal de monde parce qu'il est encore très jeune. Il est centre Oui. suisse. C'est quand même des profils malgré tout, et malgré l'arrivée des étrangers, un centre suisse qui peut jouer sur ta 3, ben, c'est toujours assez utile. Et dans le même ordre d'idée, mais je pense qu'il est plus courtisé, Sandro Schmidt, c'est le même profil. Et par contre, Sandro Schmidt a peut-être des saisons qui sont un tout petit peu plus engageantes, disons, pour un directeur sportif ailleurs, pour dire « Ah tiens, lui, j'aimerais bien aller le choper ». Lausanne, c'est un peu le seul que j'avais un peu imaginé. Bon, allons-y à Fribourg. Schmidt et Marchand, c'est un peu les deux. Tout le reste du business a été fait. En signant notamment Motet. Sprunger, on n'en parle pas parce que je pense que c'était pas une. Je vois pas Julien Sprunger maintenant. Non. C'est même débile de perdre 3 secondes là autour. Schmidt Marchand, mais là justement, Marchand pour moi, c'est typiquement le genre de joueur que les clubs vont pas signer pour le moment. Capitaliser sur une saison. Ouais, Tu dis là, une grosse saison. Est-ce qu'il est capable de reporter ça ? Est-ce que je prends le risque d'envoyer ? Je pense qu'alors lui, à 4 étrangers, il y a des clubs qui prenaient le risque, sans problème. D'accord. Là maintenant, tu te dis, justement, est-ce que j'envoie X milliers ou est-ce que j'envoie X milliers moins ça pour un profil d'étranger qui peut potentiellement me marquer 15 buts ? C'est difficile. Bah oui, parce que si tu regardes la saison de Marchand, à quel moment tu te dis ce qui vient de se passer là, donc une saison à 31 points, dont 20 buts, et une majorité des buts à 5 contre 5. Hein. C'est ça aussi qui était impressionnant dans sa saison. Mais 20 buts, 31 points, c'est autant que les 3 saisons précédentes, où il a 14, 7 et 12. Donc ça fait 33 points. Et en termes de buts, il avait 15 buts. Et là, en 3 saisons. Et on peut même aller, hein, en 4 saisons, il a 20 buts. Puis là, il les met en une saison. Mais il a 25 ans, c'est logique qu'au bout d'un moment, il ait une progression. Mais à quel moment cette progression, elle est tenable sur la durée ? Est-ce que justement, ces 20 buts, c'est une anomalie et donc il va peut-être retomber à 12-13 buts, donc 22-23 points, ce qui peut être tout à fait intéressant déjà, mais moins. Et tu donnes pas le même salaire à un joueur qui met 20 buts et 30 points ou 12-12, quoi. 12 buts, 12 passes. Donc, forcément, son marché, tout le monde est un peu en train d'attendre. Et Schmidt, c'est un peu différent. Je pense que Schmidt, Comme tu disais, centre.
Voilà. Voilà. Et après, si on va du côté de Genève, pour continuer notre tour d'horizon, Tyler Moy, c'est lui le... Mais là aussi, c'est une énigme. C'est pour ça qu'on disait que c'était pas forcément l'année la plus simple. Mais un Tyler Moy est en fin de contrat. Il va se retrouver un petit peu mis dans la bordure du côté de Genève. Parce qu'il y a une telle qualité Puis je pense qu'il a un contrat qui doit être assez solide. joli. Hein, Ouais, voilà. ouais. Donc lui aussi, ça va être compliqué. Et après, à Joe Bien, je vois moins de profils intéressants à discuter en ce moment. Puis après, forcément, si on part en Suisse allemande, il y a quand même 2-3 joueurs intéressants. Fabrice Herzog, mais j'ai l'impression que c'est typiquement le genre de joueur. Il est à Zug, il joue le titre, il est important en finale. Je ne les vois pas dire, écoute, avoir ailleurs, puis lui, ou alors retourner à Zurich, comme a fait Barhoffner cet été. Ouais. Repartir de Zug pour aller à Zurich, pourquoi pas, mais moi, je ne vois pas d'autres options le concernant. Puis après, si tu continues, tu as Hollenstein à Zurich, on en a parlé avant. Et dans les montagnes grisanes, il y a 2 noms intéressants, c'est Nussbaumer et Knack. Oui, juste Qui Nussbaumer. sont en fin de contrat, Nussbaumer. Donc, roman. Est-ce qu'un club roman va vouloir nous rapatrier Nussbaumer de ce côté-ci? Est-ce que lui a envie de revenir ici? Mais je pense que les deux-là, surtout qu'il il a fait statistiquement de bons matchs du côté de Davos, Nussbaumer. Knack, c'est un peu différent. J'ai l'impression que lui, je le vois plus rester que Nussbaumer. Mais et encore, j'ai vraiment pas d'infos. C'est de la pure spéculation. Mais il y a quand même 2-3 noms pour un manager qui a envie de s'amuser sur le marché. Il peut quand même se faire plaisir. Mais Knack, typiquement, il appartient aux Nashville Predators, donc aussi voir avec eux ce qui est le mieux pour son développement. Et je pense que on en a parlé avant. Le développement, quand le club de NHL y regarde, puis ils font bon, il en est où notre le Suisse là qu'on a pris là? Ok, pourquoi il joue en quatrième ligne là? Il n'a pas de. Ok, alors ça va être notre attaquant défensif peut-être. Alors que non, Simon Knack n'a pas ce profil-là. À la base, en Suisse, c'est un joueur offensif. On parlait d'Engenberger, je pense que Knack, c'est un peu un profil similaire. Finalement, c'est un attaquant plutôt solide qui doit pouvoir jouer sur une des 2 premières lignes. Après, il faut pouvoir trouver sa place. Est-ce que le club de NHL se dit, va jouer dans un club en Suisse, reste en Suisse, mais va jouer dans un club qui peut-être peut te donner quelque chose. Là aussi, hein, tu disais, si toi, tu n'as pas d'infos, j'en ai normalement pas plus, mais comme il était à Cloton, est-ce que la montée d'un Cloton, l'année prochaine peut-être, tu peux te dire, Knack à Cloton, je le fais jouer avec un étranger et tout. Là, tout d'un coup, ça devient intéressant. Mhm. C'est vraiment... ça peut être un point de chute qui est chouette, mais on disait aussi, ces clubs vont pas pouvoir tous les prendre. Ces joueurs qui sont un peu mis, pas dans la bordure, hein, mais qui ont peut-être pas le temps de jeu nécessaire. Il y aura pas 56 places sur les 2 premiers trios dans les clubs. Non, Donc, absolument. ça peut être effectivement... Un de ces joueurs-là peut se retrouver dans un club comme ça à jouer en première ligne. Je disais qu'il a fait des bonnes stats, Nussbaumer, du côté de Davos. Depuis qu'il est arrivé, il a joué 39 matchs, il a 26 points quand même. 11 buts, 14 passes, 11 buts, 15 passes. C'est vraiment pas mal. Il est jeune, hein, il est vraiment jeune. Tu parlais de Nashville pour Knack, lui, il est toujours propriété des Coyotes de l'Arizona. Tu dis pour Nussbaumer, ouais. Donc lui aussi, il va intéresser, je pense. Donc il y aura de quoi essayer de sortir 2-3 infos par-ci, par-là, mais un peu moins que... Il n'y a pas le gros poisson cette année. Puis on va terminer cet épisode de reprise. Tu l'as teasé avant, et on l'a pas oublié du coup. C'est de parler de Hockey Manager, qui recommence, qui est en ligne depuis lundi. Ce lundi. Exactement. On a participé à ce lancement de Hockey Manager. On va pas vous dire qui prendre, qui pas prendre. Ça, on a encore 3 semaines devant nous pour nous triturer le cerveau. Laissons les matchs amicaux se dérouler. Juste expliquer 2-3 petites nouveautés parce que c'est jamais perdu. Cette saison, il y a un match qui commence en avance. Le 14, ce Rapperswil-Zurich dont on a parlé tout à l'heure. Que vous sachiez, le marché ne sera pas fermé avant ce match-là, comme c'était le cas les autres saisons avant le tout premier match. Voilà, tu as fait ton équipe et puis après, tu dois payer des transferts. Enfin, tu dois prendre des transferts pour en faire. Ouais, pour ajuster. Parce que... Là, les transferts seront illimités jusqu'au vendredi. Donc, la première soirée quasi complète de National League. Donc, ce mercredi-là, il y a moyen de faire une équipe de Rapperswil et Zurich complète, puis regardez ce qui se passe et qui fait le plus de points. C'est la meilleure solution qu'on a trouvée pour contourner le fait que faire son équipe le mercredi en n'ayant aucune idée de 12 des 14 formations de National League, c'est un petit peu dur. Ouais. Tandis que là, vous pourrez voir les alignements de tout le monde, sauf Genève. Genève commence le samedi, si je ne me trompe pas.
Vous pouvez voir les alignements de tout le monde et donc faire votre équipe le vendredi en ayant pris quelques points au passage le mercredi. Qui compteront d'ailleurs pour le classement. Bien sûr qu'ils compteront pour le classement. Et on est en train d'essayer d'en faire un petit événement aussi et de vous forcer à faire la meilleure équipe possible pour gagner quelque chose. On est encore en pourparlers. Mais on est d'accord qu'on aura un nombre d'étrangers limité sur la glace. On ne pourra pas prendre, par exemple, les 6 étrangers de Rapperswil et les 6 étrangers de Zurich. Absolument. Il faudra quand même faire 2-3 choix, sinon c'est trop facile. On a rajouté un petit bonus pour ceux qui marquent le game winning goal. Donc le but de la victoire, mais pas le dernier but dans la cage vide. Le game winning goal, si une équipe gagne 3-1, c'est le but qui a permis à l'équipe en question de ne plus être rattrapée. Donc c'est le 2-1. Ouais. Ça veut dire que l'autre a mis que un but, donc c'est le deuxième qui est devenu le but victorieux. Ça va pas changer le jeu, hein, c'est 5 points, mais c'est un petit bonus comme ça. Mine de rien, admettons que c'est ton capitaine, ça fait toujours plus 10. Moi, je trouve que c'est intéressant, comme ça donne un petit quelque chose de plus. Et puis, j'avais regardé un peu pour voir qui c'est qui avait marqué les game-winning goals, en me disant, est-ce que peut-être il y a un joueur, on parlait de Marchand, mais peut-être que justement, est-ce que c'est ce genre de joueur-là, pas un des top joueurs de base, un des étrangers ou qui marquait. Et finalement, c'est quand même souvent les bons joueurs, on va dire les joueurs d'impact qui marquent les game-winning goals. Donc, quand tu dis que ça n'aura pas forcément un immense changement sur le truc, c'est assez juste. Mais ça fera plaisir quand même à suivre. Puis quand tu auras ton joueur qui aura mis le 2-1, qui est censé être le game-winning goal, puis qui a le 5-2 dans la dernière minute, là, super, ça me coûte 5 points parce que le game-winning goal change. C'est le 3-2 et plus le... Ça devient le 3-2. Ouais. Tout l'été, on nous a demandé si le budget allait augmenter. Oui, il a augmenté un petit peu. Est-ce que vous pouvez le mettre à 270 millions? Oui, on peut mettre tous les joueurs à 1 aussi, puis on dit vous pouvez prendre ceux que vous voulez. De 135, on est monté à 140 millions, donc on a tenu compte du fait il faut pas au passage, c'est pas une obligation d'avoir 6 étrangers. On a tenu compte du fait qu'il y avait 2 étrangers de plus sur la glace potentiel, donc en mettant 2,5 de plus par joueur, on se dit que plutôt que d'avoir des Suisses moyens, on aura des étrangers moyen ou pas, alors à vous de décider, mais on a un petit peu de budget en plus. Et le dernier truc qu'on a mis en place, qui est peut-être le changement le plus majeur, et encore, c'est que vous avez la possibilité du 16 septembre, donc au moment où on ferme le marché, jusqu'au 31 décembre, de faire des transferts qu'on a appelés payants. Ça, on s'est inspiré de la Fantasy Premier League, c'est aussi un moyen de faire face à certains problèmes de santé de tes joueurs. On a le droit d'acheter 4 transferts. Acheter, évidemment, on ne va pas demander de l'argent, mais des points. Et les car Hockey Manager est gratuit, on le rappelle. Oui. On y tient. Et les 4 transferts coûtent 70 points l'un. Le but, c'est ça. C'est première semaine, tu as ton joueur, on ne va pas dire de nom, parce qu'après ça, c'est un coup à faire porter la poisse à quelqu'un. Tu as tes joueurs majeurs qui se blessent. Tu as déjà fait tes transferts. Plutôt que de devoir attendre un mois et demi avec un de tes joueurs majeurs sur les plots, tu payes un transfert, ça te coûte 70 points, mais ça te permet de l'utiliser. Je pense que c'est un bon moyen justement peut-être d'éviter ces coups durs du début de saison et puis de permettre à tout le monde de rester motivé dans la saison, parce que des fois c'est vrai que tu fais une belle équipe et puis après 2 semaines elle part en lambeaux, puis tu dois déjà utiliser des transferts, puis tu n'as plus de transferts derrière. C'est embêtant. Petit détail, pour utiliser ces transferts, il faut que vous ayez votre banque de transferts à 0, évidemment. Parce que sinon, vous pouvez faire vos propres transferts. Puis après, il y a toujours ces 4. Date butoir, c'est à la fin de l'année. Parce qu'après, le but, c'est pas qu'avant les playoffs, tout le monde prenne ces 4 transferts pour engager 4. Non, c'est vraiment c'est un pansement. C'est pas un moyen de renforcer les équipes en fin de saison puis d'avoir les Mannschaft. Donc, à utiliser, si besoin, de manière intelligente. Puis 2-3 petites nouveautés qui ont été implantées dans le jeu, notamment quand on oublie des fois, et moi le premier, par chance, toi moins, et j'ai l'impression que notre ami Michael aussi est tellement focus sur le jeu qu'il n'oublie jamais de faire son line-up. Moi, ça m'arrive tout d'un coup, en étant à la patinoire, de faire oh, j'ai oublié, il est 19h30, puis tu rushes pour faire ton truc. Là, il y a la possibilité d'avoir une petite notification si on les coche. Sauf sur iPhone, malheureusement, et on sait qu'il y a pas mal de monde qui a un iOS, mais sur toutes les autres plateformes, ça marche plutôt bien, qui va vous rappeler
attention, n'oubliez pas de faire votre line-up dans les matchs commencent dans, je sais pas si ça sera paramétré dans 45 minutes, admettons. Comme ça, c'est vraiment très très pratique pour continuer à être dans le jeu et justement pas manquer une journée. Il y a aussi la possibilité de faire une sorte de truc automatique, d'automatiser les capitaines et tout, puis comme ça, vous êtes sûr d'avoir quelqu'un qui joue et pas de vous retrouver avec un capitaine qui jouait pas parce que vous avez oublié de changer entre le vendredi et le samedi. Et il y a aussi une fonction qui est assez chouette quand on fait son équipe. Si on ne veut pas passer trop de temps au départ, on en passera forcément après à changer. Mais il y a une fonction un peu, je ne sais plus si elle s'appelle random. On clique sur l'équipe. Vous avez pour l'instant 0 joueur dans votre équipe. Vous cliquez et ça va faire automatiquement une équipe. Ça va aller piocher des joueurs et ça va rentrer dans le budget. Je trouve ça assez chouette. J'ai essayé cette fonction. Ça m'a fait une équipe à 135,5 millions. Donc il y avait encore 4,5 millions. Et ça permettait de voir déjà un petit peu ce qui avait été sélectionné. Je me retrouve avec un Andrighetto, par exemple, ou bien des joueurs d'âge ou Cloton. C'était assez bien vu. Et je me dis que pour certains qui veulent, après, on peut aller changer. Mais c'est pratique pour ceux qui veulent peut-être pas se casser la tête au début. Je pense vraiment notamment à ceux qui connaissent pas trop le jeu, parce que le but aussi, c'est de... bien sûr, les habitués, pour eux, ça changera pas grand-chose. Mais ceux qui n'ont jamais joué à Hockey Manager, puis qui se disent... Ces deux de Coldfax, là, qu'est-ce qu'ils en parlent? En plus, d'ailleurs, ils ont une ligue que vous pouvez retrouver assez rapidement quand vous vous loguez. La ligue Coldfax, on vous invite à participer, à aller dedans et à essayer d'être le meilleur de cette ligue. En général, on peut dire qu'elle est souvent parmi les bonnes ligues. C'est compétitif pour c'est arriver très en compétitif, tête. hein. Ouais, absolument. Voilà. Ce qui est assez intéressant. Bien sûr, vous avez vos mini-ligues et ça, vous avez l'habitude. Vous savez que vous pouvez vous construire vos ligues perso entre potes, entre collègues et tout. Mais vraiment, on espère que ce sera aussi addictif que les années précédentes. J'ai l'impression qu'avec les étrangers, avec ces nouveaux joueurs, oui, c'est clair, ils sont un petit peu plus chers. Mais finalement, honnêtement, le joueur le plus cher du jeu, et je pense que personne va gueuler, c'est Temernes à 15. Est-ce que quelqu'un peut vous dire, non, vous êtes cinglé de l'avoir mis à 15, c'est un joueur qui marque pas de points? Je crois que non. Non, effectivement. Mais bon, maintenant, il va falloir se poser plein de questions parce qu'avec 6 étrangers, est-ce qu'il faut vraiment commencer à 6? Est-ce qu'il faut lésiner d'abord puis trouver des étrangers un peu moins chers puis après se payer des Omar, Artikainen et compagnie? Au contraire, il faut le faire. Ça va être, on va dire, niveau stratégie, ça va être intéressant cette saison à suivre. D'ailleurs, j'ai l'impression que finalement, stratégiquement, on avait l'habitude de donner des conseils, plutôt toi que moi d'ailleurs. Et là, les conseils, finalement, tu te dis, est-ce que tu prends... Ouais, non, partez avec des joueurs de Genève. Ben là, on parlait du fait qu'avec un puck. Ou tu dis, est-ce qu'on part avec des joueurs d'un club de plus bas? Est-ce qu'on prend des étrangers d'Ajoie en se disant, eux, en tout cas, on est sûr qu'ils vont jouer? Mais t'es sûr que tu dois faire des transferts avant les playoffs? Exactement. Non, c'est vraiment... Il y a plein de paramètres, finalement, qui sont à prendre en compte cette saison avec ces 6 étrangers. C'est vraiment intéressant. Mais je pense que tu as mis le doigt aussi sur le truc. Je suis pas sûr que ce soit le conseil impératif, mais par contre, de partir avec 4 au lieu de 6, c'est plutôt une bonne chose. Ouais, et puis dans le même temps, moi j'ai trouvé 2 étrangers. On n'en sait rien, ils vont encore changer une chier de fois d'ici là et je vais même pas donner les noms parce que ça n'a aucun sens pour l'instant. On attend les matchs amicaux. Mais j'ai 6 étrangers. Ouais. Et je vais dire les matchs amicaux, ça donne un petit. Je n'ai pas le droit de rire là-dessus. Mais ça donne un indice sur qui le est premier épisode. l'un de mes étrangers à 8 et quelques que j'ai envie de voir ce que ça donne, j'ai envie de voir ce que ça donne sur les matchs amicaux. Est-ce qu'en prenant des étrangers un peu moins chers, on arrive peut-être à en avoir 6 et espérer que ces joueurs choisis montent un petit peu? Théo, Marc et compagnie, peut-être début de saison, pas forcément à fond. Ah bah tiens, il y en a un qui était à 9, il est monté à 10, puis l'autre il est descendu à 12, puis là le gap il devient un peu plus petit. Ouais, je sais pas, c'est vraiment, on est tôt là, on est très très tôt, mais réjouissez-vous parce que cette saison elle va être belle aussi pour Hockey Manager. Là, j'ai vu qu'on avait plus de 3000 équipes qui sont pour l'instant inscrites. On va pas dire qu'il faut absolument, mais ce serait tellement bien de passer la barre des 10 000 équipes. Ce serait génial d'avoir 10 000 équipes dans ce jeu Hockey Manager. Parce que, effectivement, plus on est nombreux, mieux c'est. Au passage aussi, pour ceux qui sont inscrits dans le jeu, vous allez recevoir dans les 3 langues. Ça intéressera peut-être nos auditeurs. Dans une des 3 langues. Voilà, italophone et germanophone, Coldfax, faut quand même peut-être pas déconner. Une newsletter, une fois par mois, si je dis pas de bêtises.
avec des conseils, il y aura parfois des interviews de managers, comme là c'est le cas avec celui qui a gagné la saison passée, des petits conseils comme ça, et puis franchement c'est assez intéressant, c'est pas hyper long non plus, mais ça permet d'avoir quelques... j'allais dire food for thought, mais ça permet d'avoir des choses à réfléchir encore plus. Déjà qu'on se graille, on se triture le cerveau, ça donne encore plus. Exactement. Puis pour les nouveaux inscrits, ceux qui ont été inscrits de l'année passée ont tous reçu la newsletter lundi en fin d'après-midi. Et pour les nouveaux inscrits, normalement, elle devrait suivre aussi de manière régulière. Après votre inscription, vous devrez recevoir ça assez rapidement. Premier épisode de la saison 5, du coup, de Colfax. Ça fait un petit quelque chose, tu sais. Non, mais vraiment de se dire, se rappeler 2018, etc. Il est terminé le premier, donc on se retrouve probablement la semaine prochaine, reprendre les bonnes habitudes. De toute façon, suivez sur nos réseaux, si ce n'est pas le cas, on vous le dira, mais normalement, on va revenir les mercredis. D'ici là, on est disponible pour répondre à vos questions, même si c'est encore un peu tôt. On vous laisse le temps de vous chauffer. Mais par contre, vous pouvez sans doute nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Vous pouvez suivre Spotify, évidemment, pour nous écouter, YouTube. Pour Hockey Manager, on est aussi présent avec ces différents réseaux, donc n'hésitez pas à nous suivre là aussi, nous, et surtout Hockey Manager, c'est pas vraiment nous, même si on aide à suivre Hockey Manager également, Instagram, Twitter, Facebook, et donc d'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous, et bon match amicaux pour ceux qui ont la chance de s'y rendre. À bientôt.